Le 15 août 1521, après 2 mois de siège, Tenochtitlan, la capitale de l'Empire aztèque, tombe aux mains du conquistador espagnol Cortés et de ses hommes, accompagnés par des milliers d'Indiens taxaltèques, provoquant la chute de ce tout jeune mais non moins immense empire mésoaméricain. Cet événement relève pourtant de l'exploit, si l'on peut parler ainsi. Comment un aventurier accompagné de moins d'1 millier d'hommes au début de son aventure a-t-il pu conquérir en 2 ans seulement un empire peuplé de 20 millions d'habitants? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Parabellum. Pour commencer, intéressons-nous tout d'abord à l'Espagne de Charles Quint. Nous sommes en 1519, l'Espagne vit son siècle d'or. Elle est sous la houlette du charismatique roi et futur empereur des Romains Charles de Habsbourg. Elle revendique alors le titre de plus puissante nation du monde. Lors de cette période se poursuivent la découverte et la conquête de l'Amérique du Sud, initiée par les rois catholiques, et en Europe, le pays assure par sa toute-puissance militaire sa domination sur ses possessions, notamment contre la France. Mais c'est outre-Atlantique que ce qu'il convient d'appeler l'Empire espagnol se trouve le plus agrandi. En moins d'1 siècle, tout le sud, sauf ce qui sera par la suite le Brésil, passe sous la domination de la couronne d'Espagne qui y puisera 1000 richesses. La conquête de ce nouveau monde n'aurait été possible sans une poignée d'aventuriers prêts à tout pour mettre la main sur les fabuleuses richesses dont l'existence hypothétique a poussé plus d'une âme aventureuse à tout laisser derrière soi pour se lancer dans cette expédition périlleuse et incertaine. 2 de ces hommes sont passés à la postérité. Pizarro, qui conquit l'empire Inca, et avant lui Cortés, qui mit la main sur l'empire aztèque. Hernán Cortés naît en 1485 dans une famille de la noblesse d'Estrémadure. Il fait des études à Salamanque, mais comme cela ne lui plaît guère, il raccroche son habit d'écolier aux grandes dames de ses parents. Étant hidalgo, c'est-à-dire noble, Cortés ne peut exercer de métier manuel. Un gentilhomme de son rang n'a que 3 choix de carrière possibles. Faire des études et devenir juriste ou théologien, s'engager dans l'armée royale et aller servir dans les provinces espagnoles d'Italie, ou s'engager dans la marine et partir pour les Indes. C'est ce dernier choix qui aura son cœur, et en 1504, Cortés arrive à Hispaniola, actuellement l'île où se situe la République dominicaine et Haïti, après un long voyage. Il commence alors une médiocre carrière de gratte-papier jusqu'à ce que le gouverneur de l'île, le conquistador Don Diego Velázquez, lui propose de participer à sa première expédition militaire, la soumission d'une tribu d'Indiens caraïbes en Haïti. En 1511, notre homme participe à la colonisation de Cuba avec Diego Velázquez, devenu son ami. Pendant environ 8 ans, sa vie va être des plus calmes. Propriétaire foncier, il coule des jours tranquilles aux côtés de sa femme à Cuba et enchaîne les GTA V en ligne pour passer le temps. Il deviendra même maire de la nouvelle ville de Santiago de Cuba. Non mais en vrai, cette fois. Pendant ce temps, Velázquez ne chôme pas. Désireux d'augmenter les territoires de la couronne, il mène une expédition commandée par Hernández de Córdoba vers les territoires de l'Ouest. Il envoie Grijalva à la suite de Córdoba afin d'établir un rapport précis sur la situation des terres de l'Ouest. Grijalva rapporte donc que les tribus qu'il a rencontrées sont disciplinées et possèdent un sens guerrier très développé. En outre, il met en avant l'horreur des sacrifices humains que les païens livrent à leurs idoles au sommet de gigantesques temples de pierre, les Théocalices. Voyant là une immense opportunité, Cortés vend alors tous ses biens, dont sa PS4 bien sûr, et monte une petite expédition. Le 22 avril 1519, il débarque près de l'actuelle Veracruz et entame son périple. Mais avant d'y revenir, intéressons-nous tout d'abord, si vous le voulez bien, à la civilisation aztèque. Lorsque les Espagnols débarquent, les Aztèques dominent un empire puissant et bien organisé, qui n'a pourtant même pas un siècle. A l'origine, les Aztèques étaient une tribu barbare parmi d'autres, vivant de la chasse et de la pêche, et arrivés tard au XIIIe siècle au Mexique central.
Selon la tradition, c'est à la vue d'un aigle dévorant joyeusement un serpent qu'ils s'installent modestement au milieu des joncs et des roseaux, en fondant leur principale cité, Tenochtitlan, aujourd'hui Mexico. Après des débuts difficiles pour ne pas dire misérables, ils parviennent petit à petit à s'implanter jusqu'à ce qu'en 1426, ils s'allient avec la cité de Texcoco contre Tezozomoc, roi d'Azcapotzalco. Après leur victoire, ils prennent une ancienne cité alliée de Texcoco à leur côté, Tlacopan, formant ainsi la Triple Alliance. Par la suite, Tenochtitlan prendra le dessus sur ces deux alliés, et l'alliance deviendra en fait ce qu'on appelle communément l'Empire aztèque. Parlons-en justement de cet empire aztèque. De tribus barbares égalitaires dirigées par des prêtres, les Aztèques vont muter en société hiérarchisée dominée par un État puissant. L'empire se compose de 38 provinces, toutes plus ou moins autonomes, dominées surtout par la puissance militaire et assujetties à l'impôt. Un collecteur d'impôts, le Calpix, est présent dans chacune d'elles. Rappelons que chez les Aztèques, l'argent en tant que tel n'existe pas, et que chaque province fournit l'État en fonction de sa géographie. L'impôt pouvait ainsi être du cacao, du coton, de l'or en poudre, du caoutchouc, des plumes de perroquet, mais aussi des habits d'apparat ou encore des objets façonnés. Dans les provinces stratégiques, un gouverneur était installé, et bien souvent le rôle de celle-ci était surtout de fournir des hommes pour la guerre. Le trésor public était alors indissociable de la fortune privée du souverain, avec laquelle il payait les dépenses faramineuses de la cour, mais aussi entre autres les fonctionnaires, les guerriers et les artisans. En temps de disette, l'empereur ouvrait les greniers au peuple. Là, il fallait bien paraître un peu sympa de temps en temps. Intéressons-nous maintenant à la société aztèque. Les citoyens, Masuali, devaient le service militaire et l'impôt. À leur mariage entre 20 et 25 ans, ils recevaient tous un morceau de terre à cultiver, ce qui faisait d'eux de véritables paysans soldats, appelés occasionnellement aux armes. Parmi les différentes classes sociales, outre les citoyens de base, on trouvait entre autres les prêtres qui animaient la vie religieuse très intense de la société et étaient chargés de l'éducation de l'aristocratie, les guerriers, les artisans et les négociants, tous deux très puissants et exerçant de père en fils, les esclaves qui étaient des prisonniers de guerre, des condamnés ou des personnes qui s'étaient vendues pour payer leurs dettes, ou encore bien sûr au sommet de la société, les dignitaires. Bien que chaque classe sociale était assez figée, la société aztèque permettait à tout un chacun de s'élever par ses mérites, et en particulier dans l'armée, ce qui poussait beaucoup de citoyens à choisir la carrière militaire. Dans cette société guerrière, la hiérarchie militaire est déterminée par les exploits de chacun. Les grades sont attribués en fonction des faits d'armes et surtout du nombre d'ennemis capturés et sacrifiés. Ainsi, l'accès à des titres prestigieux était possible, comme l'entrée dans les deux ordres militaires de l'époque, celui des chevaliers aigles et celui des chevaliers jaguars. Le commandement militaire était en toute logique composé des plus valeureux et des plus expérimentés. En gros, ceux qui avaient le meilleur ratio. Arrêtons-nous un instant sur la capitale, Tenochtitlan. Bâtie sur des bas-fonds marécageux, la ville était une véritable Venise du Mexique, traversée par un réseau géométrique de canaux et comptant quelques 500 000 habitants. Tenochtitlan était indéniablement une ville magnifique, dont le centre concentrait les palais étatiques et les temples. Écoutons le récit du conquistador Bernal Díaz del Castillo. En voyant tant de villes et de villages établis dans l'eau et d'autres bourgades sur la terre ferme, nous fûmes frappés d'admiration et nous disions que c'étaient là des enchantements comme ceux dont on parle dans le livre d'Amadis, à cause des grandes tours, des temples et des pyramides qui se dressaient dans l'eau, et même quelques soldats se demandaient si ce n'était pas un rêve. Comme on nous le martèle souvent, les Aztèques avaient une grande connaissance du ciel et des cycles naturels et cosmiques qui rythmaient la vie de la société. Sur le plan religieux, on vouait un culte au soleil, mais aussi à de nombreuses divinités comme celle de la pluie, de l'eau ou encore du maïs, première plante nourricière. Chaque corps de métier avait également sa divinité propre.
En somme, un système religieux polythéiste assez classique. Pour les Aztèques, le monde fonctionnait en cycles à l'issue desquels il était détruit puis recréé. Au XVIe siècle, la fin du cycle en cours était imminente et un malheur devait arriver à tout moment. Et ce malheur, en l'occurrence, quel était-il? Déluge, météorite, François Hollande président? Eh non. Selon la tradition, d'intenses tremblements de terre devaient se produire et des monstres squelettiques, les Tzitzimim, arriveraient d'Occident pour anéantir l'humanité. Sympa, non? Comme on le voit, les Aztèques avaient une vision très pessimiste de l'avenir, et selon la formule de Jacques Soustelle, la mission de l'homme aztèque consistait à repousser infatigablement l'assaut du néant. D'où le nombre de sacrifices humains faits aux dieux, à la terre et au soleil, qui s'accroissaient au même rythme que l'angoisse existentielle montait. Il fallait fournir du sang, cette eau précieuse, pour que le monde continue de fonctionner encore un peu. Et c'est là qu'on peut noter l'importance vitale de la guerre chez les Mexicains. Sacrée, cette guerre fleurie devait être permanente afin d'apporter un nombre constant de prisonniers à sacrifier. C'est d'ailleurs pourquoi la cité hostile de Tlaxcala était tolérée en plein milieu de l'Empire. Bon, puisque vous êtes tous là pour ça, bande de voyeuristes avides de sensations fortes, les sacrifices consistaient à étendre la victime sur une pierre, à lui ouvrir la poitrine d'un coup violent de silex, à lui arracher le cœur avant de le présenter au soleil. Voilà. C'est ce rituel morbide qui a fait horreur aux Espagnols dès leur arrivée, et c'est pourquoi ils se sont empressés d'interdire les cultes païens. Et c'est là que l'image idéalisée de la grande civilisation aztèque s'effondre. Depuis une cinquantaine d'années, et bien plus encore depuis les Lumières, une certaine intelligentsia tend à nous présenter les choses d'un point de vue manichéen, avec d'un côté les bons sauvages et de l'autre les affreux Européens catholiques qui les auraient anéantis. Attention, il n'est pas question ici de faire la même erreur en présentant le point de vue inverse, mais simplement de rappeler à nos chers adeptes du politiquement correct toute la complexité du monde. Si on voulait entrer dans ce petit jeu malhonnête, on pourrait rappeler par exemple que cette civilisation qu'on a voulu nous présenter comme supérieure à la civilisation européenne est certes évoluée et structurée, mais ne connaissait, comme les Incas et les Mayas d'ailleurs, ni la roue ni l'écriture. Et puis faut-il rappeler également à nos bien-pensants, souvent épris de féminisme, que l'animal de trait des Incas n'était autre que la femme, justement. Et là je vous renvoie au livre Historiquement correct de Jean Sévilla. Enfin bref, on pourrait continuer comme ça longtemps, ce que nous n'allons pas faire, car oh, mais regardez qui voilà à l'horizon. Nous sommes le 22 avril 1519, et en cette belle journée... Non, en fait, j'en sais rien s'il faisait beau ou pas, mais admettons. En cette belle journée, la flotte de Cortex débarque sur les côtes du Yucatan. De Cortés, pardon. Ouais, c'est mieux. Selon les chroniqueurs de l'époque, Cortés est accompagné de 10 capitaines, 10 cavaliers, 518 fantassins, 13 artilleurs et 8 petits canons, 32 arbalétriers, 13 arquebusiers, 110 marins et près de 200 indiens et esclaves noirs, auxquels il faut ajouter 32 chevaux de trait et 10 canons de bronze et bombardes. Grosso modo, un peu plus de 900 hommes. Et bien aussi invraisemblable que ce soit, c'est ce petit contingent qui va faire chuter le grand et puissant empire des Mexicas. Ce qui n'était pas le but, il faut le rappeler. Cortés souhaite tout d'abord prendre contact avec les tribus autochtones, puis commercer avec eux. Son objectif principal est d'amasser de l'or. Lorsqu'il débarque, le conquistador n'est même pas au courant de l'existence d'un tel empire. Ce n'est que lorsqu'il rencontre un gouverneur aztèque, après avoir entendu plusieurs fois prononcer le nom de Tenochtitlan, qu'il prend conscience de l'immense entité qui s'étend devant lui, peuplée alors de 20 millions d'habitants, soit 3 fois plus que la population espagnole, c'est pour vous dire. Contre toute attente, Cortés va alors découvrir que la population autochtone vit sous la terreur d'un Tyrannosaurus Rex qui dévore toujours son passage. Non mais attendez, qu'est-ce que c'est que cette merde? Aztec Rex, film américain de 2007 réalisé par Brian Treshar Smith. Et là, t'as une grande carrière de cinéaste devant toi, mon salaud. Bon. Donc Cortés, on y revient. Grâce à des interprètes, dont la Malenke, l'une des esclaves qui lui avait été offerte lors de son arrivée, et qui deviendra au passage sa maîtresse et la mère de son fils, l'Espagnol va parvenir à exploiter les rivalités entre les différentes cités pour parvenir à ses fins.
cap sur Tenochtitlan, la ville aux 1000 richesses. Sachant très bien qu'en se lançant dans cette aventure, il désobéit ouvertement aux ordres, Cortés va faire incendier ses vaisseaux pour empêcher tout retour en arrière. 2 semaines après avoir quitté la côte, il affronte les Taxaltèques. Imaginez un instant l'effroi des autochtones à la vue d'hommes en armure d'acier, métal dont les natifs n'ont pas la maîtrise, qui plus est montés sur des chevaux, animal alors inconnu sur le continent. Autant dire que ça envoie du pâté. Mais malgré l'effet de surprise et de stupeur, les Taxaltèques vont vite parvenir à tenir tête aux envahisseurs. Après plusieurs affrontements, les 2 protagonistes vont alors décider de s'entendre et de faire front commun contre ces salauds de Tenochtitlan. C'est ainsi que 2000 guerriers indigènes rejoignent la petite troupe de Cortés, qui se met aussitôt en marche vers la capitale aztèque. En route, ils ne rencontrent pas de résistance, mais une fois arrivés à Cholula, les hommes du conquistador massacrent les élites de la ville, soupçonnés de préparer un sale coup. Le 8 novembre 1519, les Hispano-Taxaltèques entrent dans Tenochtitlan et contraignent l'empereur Moctezuma à une cohabitation des plus tendues. Mais comment expliquer l'inaction de Moctezuma? Pour certains, dont l'historien Jacques Soustel, l'empereur aztèque voyait en Cortés le mythique serpent à plumes qui devait, selon la tradition, revenir un jour de l'Occident pour récupérer son trône. Pour d'autres, Moctezuma a tout simplement sous-évalué la menace et se serait retrouvé devant le fait accompli une fois la coalition à ses portes. Quoi qu'il en soit, les Espagnols vont vite se sentir comme chez eux, exiger de l'or, mettre les pieds sur la table, entrer dans les habitations sans leurs patins, et surtout interdire les cultes païens parmi lesquels bien sûr les sacrifices sanguinaires. Au printemps 1520, Cortés doit quitter la ville pour aller affronter les troupes que Velázquez a envoyées pour le rappeler à ses obligations. Ceci fait, il regagne la capitale en octobre, où différents massacres ont eu lieu. La tension est au plus haut, et dans la nuit du 30 juin, la Noche Triste, Cortés et ses hommes sont contraints de s'enfuir face à la colère de la population. Au cours de cette nuit, l'artillerie est perdue, tout comme nombre de chevaux et de soldats espagnols tués ou sacrifiés sur l'autel. Moctezuma est lynché par la foule, c'est alors que son frère, Cuitlahuac, prend la tête de l'Empire et ordonne que l'on pourchasse les fuyards. Le 7 juillet, les éclaireurs préviennent Cortés que les champs situés au devant d'eux grouillent de soldats en ordre de bataille. Avec ses officiers, il décide alors de livrer le combat, un combat qui se terminera par une victoire ou une mort certaine, au champ d'honneur ou pire, sur l'autel sacrificiel. D'après un contemporain des faits, Diaz del Castillo, que nous avons déjà entendu, et dont le rare témoignage est à prendre avec le plus de précautions possible, on ne vit jamais dans les Indes, en bataille rangée, un si grand nombre de guerriers réunis. Côté technique, la supériorité va indubitablement aux Espagnols, qui possèdent quelques armes à feu, 7 selon Diaz del Castillo, quelques arbalètes mais surtout des chevaux, des armes et armures en acier. De leur côté, les guerriers de la Triple Alliance, tout comme les Taxaltèques, sont revêtus de tuniques de coton ou d'armures d'or et d'argent pour les guerriers vétérans, et leurs armes sont majoritairement des massues et des lames de bois incrustées d'obsidienne, des javelots, des arcs, des lances à pointe de bois ou encore des boucliers tressés. Des trucs de tapette quoi. Ce maigre attirail trouve encore une fois son explication dans la façon dont les Aztèques perçoivent la guerre fleurie, dont le but ultime est plus de faire des blessés et des prisonniers que de décimer l'armée adverse, ce dont ils sont cependant tout à fait capables. Concernant la disposition des troupes, les sources sont très obscures. On peut supposer que les Espagnols se placent au centre du dispositif avec leurs alliés sur les flancs ou en avant d'eux. Les Mexicains et leurs alliés ont quant à eux une écrasante supériorité numérique. Si les troupes hispano-taxaltèques sont au nombre d'environ 2000, avec moins de 500 Espagnols, leurs adversaires sont sans doute 5 à 10 fois plus nombreux. Commandés par le général porte-drapeau Cihuacuat, et je m'excuse pour la prononciation, vice-roi de Tenochtitlan, les Mexicas jouent sur leur supériorité numérique pour encercler les hispano-taxaltèques. Cortés et ses quelques cavaliers lancent donc de multiples charges à travers les rangs aztèques, suivis par l'infanterie espagnole, tandis que les auxiliaires indigènes contiennent les troupes mexicaines. La bataille semble perdue pour les coalisés jusqu'au moment où Cortés aperçoit le chef de l'armée adverse et décide de charger avec la dizaine de caballeros qui lui restent au cri de Bonsoir. Mais non, pas ça, au cri de Santiago, bien sûr, Santiago.
Perçant les rangs ennemis, Cortés et ses capitaines engagent le combat contre le général aztèque et les soldats d'élite qui l'entourent, jusqu'à ce qu'un dénommé Juan Salamanca porte le coup de grâce et s'empare de l'étendard du général. Intimidés et abattus par la mort de leur chef, censé être le meilleur d'entre nous, comme Alain Juppé, voyez, les soldats aztèques ont alors cédé à la panique et fui le champ de bataille. Il n'en fallait pas plus pour que les hispano-taxaltèques sautent sur l'occasion et se lancent à la poursuite des fuyards, leur causant de lourdes pertes. Pour autant, les Mexicains ne sont pas définitivement vaincus. Après la bataille, ils continuent de harceler les troupes de Cortés jusqu'à ce que ces dernières parviennent jusqu'au territoire ami de Tlaxcala, où elles purent enfin se remettre de leurs blessures. Ces conquêtes reconnues par la couronne, Cortés reçoit alors par la suite du renfort de Cuba, ce qui portera les troupes espagnoles à environ 1 millier d'hommes. Fort de son succès à Otumba, le conquistador réussit alors à nouer de nouvelles alliances contre les Mexicas, mais fut surtout épaulé par un puissant et invisible allié, la variole. La variole, cette maladie inconnue des populations amérindiennes, est certainement la première cause de mortalité de la période des conquêtes hispano-portugaises. Selon l'historien Jacques Soustel, celle-ci a probablement été amenée de Cuba par un esclave noir et a fait des ravages parmi les organismes non immunisés des autochtones. Et quels ravages! Entre 1519 et 1595, la variole fait périr environ 72% des 20 millions d'habitants qui peuplaient le Mexique à l'arrivée de Cortés. Cela reste moins que la peste de 1348, où 50% de la population européenne avait péri, soit 20 millions de personnes, mais merde, quand même! En outre, cette épidémie eut d'énormes répercussions. Les élites sociales sont décimées, dont l'empereur Cuitlahuac lui-même, désagrégeant le tissu social. Les Espagnols vont donc se servir de cette maladie pour renverser la situation à leur avantage. Pour en revenir à nos moutons, le 15 août 1521, le conquistador entre de nouveau dans la capitale de l'Empire mexicain, Tenochtitlan, après un siège de près de 2 mois au cours duquel des navires de guerre ont été utilisés. L'empereur en place, Cuauhtémoc, est maintenu comme monarque fantoche, au pouvoir et au territoire limité. C'est la fin de l'Empire aztèque. Paradoxalement, les Taxaltèques sortent tout d'abord grandis de la conquête. Outre la fin des incessantes guerres fleuries dont le but était de collecter des victimes pour les autels sacrificiels, pratique immédiatement abolie par les Espagnols, les alliés indigènes de Cortés ont en effet désormais le droit de porter des armes à feu et de posséder des terres. Pour autant, le grand vainqueur de cet épisode reste bien sûr la couronne d'Espagne, qui prendra officiellement le relais de Cortés après la prise de la capitale. Aidés par les ravages de la variole, les Espagnols progresseront alors vers le sud, l'ouest et le nord, se servant de leur quasi-suprématie tactique et technologique, et des conflits régionaux entre tribus pour étendre leur domination. En quelques décennies, l'Espagne prend ainsi possession de la moitié du continent américain, l'Empire aztèque devient la Nueva España, Tenochtitlan est renommé Ciudad de México, qui devient la capitale du Mexique en 1821, date de son indépendance. Quant à Cortés, il poursuit indirectement la conquête du Nouveau Monde. En 1532, il supervise la découverte et la conquête de la péninsule californienne qu'il pense être une île. Il est récompensé par l'empereur Charles Quint en 1540 pour ses exploits. De retour en Espagne, il participe à la catastrophique expédition à Alger. Il meurt de la dysenterie le 2 décembre 1547, à l'âge de 62 ans, en quasi-disgrâce, sa gloire d'antan ayant été occultée par les incroyables richesses rapportées par Pizarro suite à la conquête de l'Empire Inca. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode de Parabellum. J'espère qu'il vous a plu et que vous en savez désormais plus sur l'Empire aztèque et sur la conquête espagnole. Avant de nous quitter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager cette vidéo, c'est très important pour nous. Quant à moi, je vous invite à consulter les références bibliographiques en fin de vidéo pour aller plus loin sur le sujet, et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Santiago!